Donc sur le langage d'assemblage, on va reparler un petit peu de ce qui se passe, de la traduction du langage C vers l'assembleur et de l'assembleur vers le binaire aussi. Donc si je prends mon instruction de l'assembleur déjà, euh, on va voir que on a plusieurs champs qui apparaissent sur cette instruction. Ok. Alors ces champs-là, on en a déjà parlé plusieurs fois. Euh, on a notamment le label qui est ici. Le label est optionnel. Ok, on est bien d'accord là-dessus. Et à quoi correspond le label déjà? Qu'est-ce qu'il désigne le label? C'est juste le nom de. Pour l'instant, c'est le nom, on va dire, de l'instruction, mais plus précisément, effectivement, c'est le nom de l'adresse de l'instruction. D'accord. C'est un nom textuel qu'on donne à une adresse. Ok. À côté de ça, donc, on a différents champs qui vont être, eux, obligatoires selon les instructions. Donc, le label, on va retrouver. On a ce qu'on appelle le mnémonique, ou alors en réalité la dénomination d'instruction. Okay. On va avoir les opérandes. Donc vous pouvez avoir des opérandes sources, des opérandes destination, vous pouvez avoir les deux. Et éventuellement aussi des commentaires qui ne vont pas être pris en compte par les tâches d'assemblage. Ok. Qu'on soit bien d'accord, on reste sur un langage de programmation qui est bas niveau, certes, qui est architecture spécifique, mais qui reste un langage de programmation texte. D'accord. Donc c'est quelque chose que nous, humains, on peut facilement éditer, facilement modifier. Je ne dis pas qu'on peut le faire comme ça sans préparation, mais voilà, c'est relativement simple à faire. Et donc ces différents champs-là vont se retrouver traduits en binaire derrière. Alors qu'on se met d'accord, le comment, je vous ai dit, lui, il dégage, parce que c'est du commentaire, donc on s'en fiche. Il ne sert que aux développeurs, donc il ne sert pas pendant la phase de fichier binaire. Et faites bien attention aussi, le label, là, je l'ai traduit en adresse, mais en réalité, cette adresse n'apparaît pas dans le fichier. D'accord. Vous avez bien une suite d'octets qui correspond aux instructions, donc c'est-à-dire aux mnémoniques, aux opérandes, tout ça. Par contre, vous n'avez pas de champs qui correspondent au label. D'accord. Par contre, vous avez la table des symboles, on y reviendra. Ok. Donc du coup, c'est la même diapo, ça quasiment. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, on parle notamment aussi de code binaire opératoire. D'accord. Donc le code binaire opératoire, ça va être le code binaire de l'instruction. Là, vous avez vu que j'ai noté en binaire, mais on va généralement la noter en hexadécimal. D'ailleurs, les utilitaires comme objump vous renvoient ça en hexadécimal. Parmi les jeux d'instruction, en fait, on va avoir, on est bien d'accord que le jeu d'instruction, il est propre à une architecture particulière. D'accord. En anglais, Instruction Set Architecture. Et même, en fait, ce qui fait que le langage d'assemblage est marqué ici là, comme le langage le moins universel au monde, bah déjà il en existe un par architecture, et puis après même, parmi les architectures, il peut y avoir des variations. Okay. Je prends l'exemple du ARM ici, où en fait tous les processeurs vont supporter ce jeu d'instructions qui est en vert. Donc là je parle surtout sur le microcontrôleur, sur du Cortex M. Donc tous les processeurs vont supporter le jeu qui est en vert. Par contre, selon la gamme de microcontrôleurs que vous allez apprendre chez ARM, eh ben, vous allez avoir des instructions supplémentaires qui vont s'offrir à vous. Okay. Donc le jeu d'instructions commun chez ARM, il est là. Mais plus vous avancez, plus vous avez des instructions qui vont être spécifiques. Okay. Si je prends par exemple le Cortex M4 ici, là, en jaune, vous voyez pourquoi celui-là il est spécifique? Parce qu'il fait du floating point unit. Alors pourquoi je ne peux pas utiliser ces instructions-là dans un microcontrôleur classé M0? Parce qu'il n'y a pas de FPU. Donc il n'y a pas le matériel associé, donc il n'y a pas les instructions associées. Okay. Mais c'est un petit peu pareil là. On a du DSP, donc DSP c'est quelque chose que les SAT vous verrez en 3A. C'est du microcontrôleur orienté calcul. Okay. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir des instructions spécifiques. Est-ce que je peux retrouver quelques-unes là? Ouais, vous avez du Q sub 16. Donc par exemple du Q add. Donc Q ça veut dire quad. C'est-à-dire que vous allez pouvoir additionner 4 éléments en même temps. D'accord. Q sub 16, vous allez pouvoir soustraire 4 éléments 16 bits en même temps. Okay. Donc ça, tous les microcontrôleurs ne peuvent pas le faire forcément. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du SIMD, Single Instruction, par exemple QAD, Multiple Data, Quad. 1, 2, 3, 4. Je peux faire ça, une seule instruction, mais sur plusieurs données. Okay. Et puis là, par exemple, vous avez aussi en bleu différentes instructions supplémentaires. Bref, vous voyez un petit peu l'idée du coup.
Donc voilà, il existe quasiment autant de langages assembleurs que de familles de CPU. Et même en fait, voilà, là on pourrait dire que le Cortex M c'est une famille de CPU, mais au final, même selon la gamme que vous avez, vous allez avoir différents jeux d'instructions. Donc on a différentes architectures de processeurs, hein. On a les GPP qu'on va opposer au MCU, au DSP et au SOC. Alors pourquoi On va le voir, mais les principales architectures GPP, c'est Intel et AMD. Voilà. Il en existait encore pas mal il y a quelques années, mais objectivement, voilà, ça a disparu du marché. IBM étant, et puis Zilog notamment aussi, étant vraiment deux acteurs très historiques du monde de l'informatique. IBM a régné sur le monde de l'informatique pendant pas loin de 20-30 ans. Et puis d'un point de vue architecture embarquée, l'architecture principale que vous allez rencontrer, c'est clairement l'architecture ARM. Okay. Donc on a parlé de Cortex M pour microcontrôleurs, de Cortex A pour les processeurs applicatifs, donc typiquement ce que vous avez dans vos téléphones, et de Cortex R pour real-time. On en a déjà parlé, j'en ai jamais rencontré par exemple. Et puis sinon, voilà, il y a d'autres architectures microcontrôleurs, hein. Certaines qui vont être reconnues, c'est les PIC et les AVR, parce que Atmel a été racheté par Microchip. Okay. Et donc, en gros, ce sont les spécialistes du microcontrôleur 8 bits. Voilà. C'était les deux gros leaders. Microchip, en rachetant Atmel, est devenu le leader incontesté du marché 8 bits. On a Texas, par exemple, qui est une architecture 16 bits. Enfin bref, voilà. Il y a différentes architectures microcontrôleurs, même si ARM domine clairement le marché aujourd'hui. Et donc, en fait, là où va falloir, là où on va essayer de différencier un jeu d'instruction d'une autre, c'est en regardant un petit peu les capacités matérielles de telle ou telle architecture. Donc typiquement, quelles sont leurs capacités en calcul et en comparaison. Donc typiquement, voilà, toutes les instructions, enfin la plupart des microcontrôleurs, tous les microcontrôleurs en fait, vont faire des opérations arithmétiques et logiques. Voilà. Ça c'est le but. Après, plus ou moins complexe. Donc typiquement, les opérations arithmétiques, donc plus, moins, multiplier, logique avec le diviser, le et, le ou, tout ça. On va aussi avoir toutes les comparaisons. Donc ça, c'est une première famille d'instructions. On a une autre famille d'instructions qui va être les manipulations de données. Okay. Donc c'est-à-dire qu'on va déplacer la donnée du CPU vers le CPU, du CPU vers la mémoire, et choses comme ça. On va avoir aussi du contrôle programme. Donc le contrôle programme, c'est tout ce qui nous permet de faire des tests. Okay. Que ce soit sous forme de boucle ou sous forme de tests avec if-else, avec switch case, des choses comme ça. Okay. Donc ces instructions-là de contrôle programme, elles ont un fonctionnement particulier, c'est qu'elles peuvent être conditionnelles. Enfin, ça implique l'existence d'instructions conditionnelles. Okay. Et puis après, selon les architectures, c'est pas forcément le cas tout le temps. On va avoir des instructions orientées manipulation de chaînes de caractères ou orientées arithmétique lourde, notamment sinus, cosinus, FFT, choses comme ça. Donc ça, clairement sur des processeurs un petit peu avancés. Donc soit du GPP, soit des processeurs vraiment orientés calcul, comme du DSP par exemple. Ok. Alors ces instructions-là, elles vont avoir aussi un cas particulier, un cas particulier, comment dire ça. Ces instructions-là, en fait, on va pouvoir les utiliser et adresser les informations de différentes manières, ce qu'on appelle les modes d'adressage. Donc, il y a différentes manipulations possibles, je les ai évoquées tout à l'heure. Déplacement d'une information du CPU vers un autre registre du CPU vers la mémoire, de la mémoire vers le CPU, tout ça. La mémoire vers la mémoire, en général, ça ne se fait pas directement. On va passer par le CPU et remettre du CPU vers la mémoire. Donc voilà, il y a différentes instructions comme ça. Sachez que là, moi je ne parle pas de DMA. Il y en a peut-être qui connaissent le DMA, Direct Memory Access. C'est un genre de périphérique qui va permettre au périphérique d'accéder directement à la mémoire sans avoir à passer par le CPU. Moi j'oublie ce cas-là pour l'instant volontairement pour parler un petit peu des modes d'adressage. Donc le premier mode d'adressage, celui qui est le plus facile à comprendre, c'est le mode d'adressage immédiat. C'est-à-dire que vous avez une instruction qui permet de déplacer une donnée, celle qui est marquée ici, vers un registre. D'accord ? Donc là, l'adressage immédiat, pourquoi on appelle ça immédiat ? Parce qu'en fait, la valeur de l'opérande ici, donc la valeur que je veux déplacer, elle est immédiatement codée en binaire. C'est-à-dire que dans le code binaire de l'instruction, vous allez retrouver le 0x1a2f.
Ok. Donc ça, voilà, c'est codé en dur dans l'instruction. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'accéder à la mémoire pour savoir qu'est-ce que je dois déplacer. Par contre, l'inconvénient, c'est que je peux manipuler que des constantes comme ça. Je ne peux pas mettre de variables à proprement parler par adressage immédiat. Ok. Et puis autre limitation, c'est que la valeur que je peux mettre, elle est limitée par la taille de l'opérande. Si j'ai un opérande qui est sur 8 bits, je peux mettre une constante qui est uniquement comprise entre 0 et 255. Ok. Si j'ai un opérande qui fait 4 octets, là je peux aller de 0 jusqu'à 4 milliards. C'est un peu plus facile. On a l'adressage registre aussi qui est hyper connu, que vous avez utilisé un petit peu avec le PIC18, où là vous allez mettre le nom des registres tout simplement. C'est-à-dire que là je n'accède pas à la mémoire, mais je peux déplacer une donnée d'un registre vers un autre registre, ou je peux même additionner deux registres et placer ça dans un autre registre. Donc en gros, pas besoin d'accéder à la mémoire parce que c'est dans le CPU, hein, pour rappel. Pour rappel hein, aussi, le registre AX il existe dans tous les cœurs. C'est-à-dire que si vous avez 4 cœurs sur votre PC, vous avez 4 fois le registre AX, 4 fois le registre BX, et ainsi de suite. Ok, toc toc. Et puis ouais, c'est ce mode-là qui va être le plus utilisé. Pourquoi? Parce que toutes les instructions, en tout cas de l'unité arithmétique et logique, sont réalisées sur les registres. Donc c'est-à-dire qu'il faut être capable de faire de l'adressage registre. Donc au final, c'est évident que ce mode d'adressage soit le plus court. Donc l'adressage registre et l'adressage immédiat, ça en général vous voyez bien. Maintenant on va parler d'adressage direct. L'adressage direct, lui il n'est pas très utilisé, mais ça me permet de faire un petit point avec ce qu'on va voir juste après. En fait, ce qu'on stocke ici, c'est pas la valeur de la donnée, mais c'est l'adresse de la case mémoire qui contient la donnée. Ça vous rappelle quelque chose, ça peut-être? Ça ressemble au pointeur. Okay. Et donc là, je contiens l'adresse de la case mémoire, donc ça me permet de désigner l'adresse mémoire. L'inconvénient, c'est que du coup, je dois, je dois accéder à la mémoire. Donc ça, éventuellement, c'est un peu long. Mais l'avantage, c'est qu'après, en mémoire, je peux mettre ce que je veux. Donc je ne suis pas limité par la taille, par exemple, de la donnée du stockage. Okay. L'adresse, j'ai pas besoin de la calculer puisque je la fournis en dur. Okay. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça implique de connaître à la compilation l'adresse de là où sera ma variable. Sauf que c'est pas le cas. Okay. Et comme c'est pas le cas, eh ben, au final, c'est difficile de mettre ça en œuvre, surtout sur des GPP. Sur du microcontrôleur, à la limite, ça peut se faire. Mais sur du GPP, ça va être compliqué parce qu'à chaque fois que vous exécutez votre code, il va être exécuté un emplacement mémoire différent. Donc l'adresse à l'avance ne peut pas être connue. Okay. Sauf dans le cas de variables globales statiques, mais voilà. Donc du coup, l'adressage direct, vous voyez un petit peu, c'est une notion de pointeur, on va dire, mais c'est pas facile à utiliser dans la vraie vie. Donc ce qu'on a fait, c'est l'adressage indirect. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre une adresse dans un registre, l'adresse que j'aurais pu calculer pendant l'exécution du code, donc c'est-à-dire que l'adresse elle est évolutive, je la stocke dans un registre, et j'indique quel registre je vais utiliser pour faire l'opération. Okay. Donc là où juste avant, l'adresse de la case mémoire elle était stockée en brut dans le code binaire de l'instruction, là elle est calculée à travers différents registres pendant l'exécution du programme, et donc je peux accéder ensuite à la valeur que j'ai calculée par cet adressage indirect. Donc c'est un registre qui contient l'adresse de la valeur qui m'intéresse. Okay. Vous voyez pourquoi c'est indirect. Au final, il faut que je calcule une valeur que je stocke dans un registre et que je mets ensuite, et ensuite, ce registre me permet d'accéder à la case mémoire. Ok. Ça vous va? Messieurs, je vous entends bien d'ici, je pense que ça, il y a des gens qui vous entendent un peu plus par là. Ensuite, on a l'adressage indexé, mais ça on ne va pas trop en parler, parce qu'en fait, c'est historique. C'est historique par rapport au fait du 8386, tout simplement. Il y a des registres à l'intérieur qu'on appelle SI, DI, qui sont encore utilisés dans certains cas spécifiques pour le microcontrôleur, enfin pour le GPP, pardon, mais qui en réalité vont plutôt être utilisés maintenant comme des registres plutôt génériques. Donc on aura l'occasion de les rencontrer, mais on ne va pas les utiliser dans leur mode historique de fonctionnement. Bref, ici, je vous montre juste l'instruction move qui permet de déplacer une donnée d'un endroit vers un autre. Et bien juste cette instruction move, vous pouvez voir ici dans ce tableau-là, même ces deux tableaux. Non, c'est un seul. Non, c'est deux. C'est bien le. Enfin, c'est un seul tableau, mais en deux morceaux.
et ben, en fait, vous pouvez voir les différents modes d'adressage. Registre immédiat 8 bits, registre immédiat 16 bits, et enfin bref, vous avez tous les différents modes d'adressage qui existent ici. Donc la doc Intel, en vrai, elle est lourde. Voilà. Déjà, il y a plus de 5000 pages. Voilà. Et quand vous allez voir le chapitre qui est dédié aux instructions, on est à plus de 1000 pages déjà, et enfin voilà, il faut se les continuer. On ira le faire quand même une fois ou deux. Voilà. Pour une instruction ou deux, on n'ira pas plus loin que ça. Histoire juste de découvrir un petit peu à quoi ressemble la doc. Mais voilà, en vrai, vous avez tous les modes d'adressage qui sont ici, qui ne sont pas si faciles que ça à déterminer. Mais au final, tout est documenté quand même, ce qui permet de savoir réellement ce qu'on peut faire. Hein. Mais après, ça, c'est le but d'une doc technique. Donc, je vais arrêter de parler pour rien dire. Et donc là, on va pouvoir enfin parler de vraiment la différence entre RISC et CISC. Même si au final, j'ai posé les billes un petit peu par moment. Donc on a RISC, c'est Reduced Instruction Set Computer, CISC, Complex Instruction Set Computer, pardon. Et donc, voilà, RISC, on en a parlé, jeu d'instruction réduit, donc en gros, ce ne sont que des instructions élémentaires. Okay. Typiquement, tous les microcontrôleurs, c'est du RISC. Et puis on va avoir les CISC, donc plutôt orientés pour du GPP, qui va avoir des opérations, des instructions voilà, très complexes. En fait, plein d'instructions qui permettent de faire en une seule ligne un traitement relativement complexe. Okay. En réalité, c'est pas si simple, voilà, parce que je parle de jeu d'instruction réduit, mais si on regarde par exemple le DSP de Texas que vous allez utiliser en 3.1, 320 instructions, c'est pas forcément réduit comme jeu d'instruction. Okay. Par contre, ça reste des instructions relativement élémentaires au final. Okay. Il y a le fait que les instructions, par exemple, vous avez vu le add tout à l'heure et le quad, qui permet d'additionner 4 entiers au final. Est-ce que vous considérez que le QAD est une instruction supplémentaire par rapport au add? Et au final, grâce ou à cause de cette vectorisation, parce que vous pouvez avoir du dual add, du quad add, éventuellement vous pouvez avoir même du 8 add, et bien ça fait que au final vous augmentez artificiellement votre jeu d'instructions, alors qu'au final ça reste des instructions qui sont élémentaires. Alors l'architecture RISC, il y a quand même des inconvénients, c'est que en fait, comme toutes mes instructions sont que des instructions élémentaires, mon programme, il doit forcément être une suite d'instructions élémentaires. Okay. Et donc cette suite d'instructions élémentaires, au final, ça me fait un programme qui va être relativement long à écrire. Et voilà, ça prend un peu de place, quoi. En comparaison au CISC, où là, votre empreinte mémoire sera beaucoup plus faible, parce qu'au final, vous pouvez faire une instruction complexe en une seule ligne, et donc ça prend quelques octets, pas plus. Si je prends par contre les avantages du RISC, c'est que l'architecture CPU elle est moins complexe. C'est-à-dire que mon pipeline, par exemple, il va être beaucoup plus performant dans le sens où je sais combien d'instructions je vais chercher à la fois. Donc il n'y a pas la partie pré-décode qu'on avait vu un petit peu tout à l'heure. Et pareil, les instructions sont de taille fixe, maintenant c'est ce que je viens de dire, et du coup, voilà, elles peuvent s'exécuter relativement rapidement. Pareil, en général, il est plus facile à appréhender ce jeu d'instructions, parce qu'il est plus simple, donc on se perd moins. Enfin, vous avez vu la doc là, le move sur le PIC 18 était beaucoup plus simple à comprendre. Le move, de toute façon, il n'y avait pas différents modes d'adressage, il n'y en avait qu'un seul. Et donc voilà, c'était relativement simple. Ok. Et du coup, voilà. Pour le risque maintenant, pour le CISC, pardon, l'empreinte mémoire elle est relativement faible. Du coup, ça veut dire que dans la mémoire cache, au final, vous pouvez avoir beaucoup plus d'instructions. Et donc, vous allez avoir beaucoup moins de cache miss avec un programme qui est écrit en CISC. Okay. Par contre, on en parlait tout à l'heure, le microcode, au final, le CISC, une fois arrivé vraiment à l'intérieur du pipeline, va être redécomposé en instructions RISC. Et donc voilà, ça représente à peu près 80% des instructions compilées. Ok. Et par contre, les inconvénients, c'est que du coup, c'est difficile de mettre en œuvre tout le matériel parce que le décodage va être beaucoup plus complexe. Les unités d'exécution vont devoir être construites en fonction de ça. Et donc, c'est pas facile forcément d'arriver à optimiser, que ce soit à l'exécution ou à la compilation, ce type de jeu d'instruction.
Si je prends Intel, Intel à la base, c'était du CISC, du RISC, pardon. Donc, du RISC, voilà. C'était pas forcément c'était même pas un microcontrôleur, c'était juste un CPU. Ok, on y a rajouté la RAM, la ROM autour de ça, et puis une extension de bus. Donc là, purement du RISC dans les années 80, et puis Intel a forcément évolué vers faire du CISC avec le temps, puisque voilà, processeur qui est devenu de plus en plus complexe, avec des instructions de plus en plus complexes, à cause des besoins eux-mêmes de plus en plus complexes. Ok. Si je prends le jeu d'instruction du 80-51, donc jeu d'instruction RISC, on le voit, ici vous avez le jeu d'instruction complet. Ok. Vous voyez la taille du tableau, ça c'est jeu d'instruction RISC, et je vous remets ça. Tableau un peu plus complexe, ça c'est juste une seule instruction CISC. Pour vous situer un petit peu. Et là, vous avez maintenant le jeu d'instruction CISC du 80-86. Okay. Donc un petit peu à l'ancienne quand même. Et là, voilà, on a déjà un peu plus d'instructions. Alors, comme ça, il faut se plonger dedans pour voir un petit peu c'est quoi les différences entre le CISC et le RISC. Okay. Alors, on ne va pas se plonger dedans vraiment. Par contre, on peut regarder ça. Ici, vous avez une instruction qui permet de déplacer son octet en mémoire d'une adresse source vers une destination. Donc là, en RISC, c'est quelque chose que vous pourriez faire avec notamment, ici, je vais mettre la valeur 100 dans CX, je vais mettre mon adresse de destination dans DI, mon adresse de source dans SI. Okay. À la limite, DI et SI, là, c'est source index et destination index. Okay. Vous voyez que ça pointe vers la source, ça pointe vers la destination. Ok. Et puis après, ce qui est pointé par l'index, je vais mettre ça dans mon registre AL. Et après, je refais un move de mon registre AL vers la case pointée par ma destination. Qu'est-ce que je fais après? J'incrémente mon index de source et mon index de destination, ce qui me permet d'accéder aux cases suivantes des deux tableaux, source et destination. Et puis après, je décrémente CX. Et là, j'ai un J et un X qui me permet de faire le loop. Ça, vous comprenez relativement. Okay, juste qu'on soit bien d'accord. JNX, c'est quoi? Ouais. C'est-à-dire quoi? Jump, ok. Mais il jump tout le temps? Si c'est différent de 0, ouais, j'ai entendu. Il y a une condition. La condition, elle est sur quoi? CX. Pourquoi sur CX? Parce que c'est comme les i en fois. Ouais, ok, c'est notre compteur de boucle. Mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à détecter qu'il vaut 0? Comment il sait qu'il faut regarder CX? D'ailleurs, est-ce que Jump regarde la valeur de CX à proprement parler? Non. Il regarde le flag de status, okay, du registre de status, qui va indiquer que le résultat précédent, la décrémentation, a provoqué un 0. Okay. Donc si le décrément a provoqué un 0, il y a le flag qui va se lever. Si le décrément n'a pas provoqué de 0, le flag va rester à 0, et donc je vais jump. Ok, donc du coup, instruction conditionnelle, saut conditionnel. Autre chose, ça c'est quoi comme type d'adressage? C'est pour voir si vous avez suivi. On a vu 4 modes d'adressage. Donc ça c'est l'adressage immédiat. Okay, la valeur elle est immédiatement codée dans l'instruction et donc dans le binaire. Okay, ça c'est quoi comme adressage? C'est quoi ces entités-là? Des registres. Donc là, on est sur de l'adressage registre. Ok. Et là, on est sur quoi? C'est un registre qui pointe vers une case mémoire. Indirect. Ok. On est sur un adressage indirect ici. Ok. Et bref, ça c'est quelque chose que voilà, qui n'est pas très compliqué à comprendre, qui n'est pas très compliqué à réaliser. Ok. Mais vous avez vu, ce programme-là, il fait 9 instructions. Okay. Ici, on a à gauche le même programme qui fait du CISC. Je ne sais pas ce que fait l'instruction rep, j'aurais peut-être pu me renseigner. Je ne vous cache pas que j'aurais dû me renseigner peut-être même. Mais si vous regardez, il y a la partie initialisation qui est la même, mais après, toute la partie boucle est faite juste par l'instruction rep. Okay. Alors comme DI et SI, on sait que ça veut dire source index et destination index, on sait très bien que le move SB va déplacer de SI vers DI. Ça se comprend. Okay.
Par contre, ce qu'on ne comprend pas forcément, c'est comment il sait combien de fois il faut le faire. Et ben, l'instruction rep, elle est sûrement câblée. C'est pour ça que j'ai pas révisé, j'ai quand même une intuition. Elle est sûrement câblée sur CX. C'est-à-dire qu'au final, on a des registres AX, BX, CX, on en reparlera, qui vont pouvoir être utilisés en tant que registre générique, mais dans certains cas, vont avoir un rôle spécifique. D'accord ? On en reparlera notamment parce que quand vous faites un printf, c'est quelque chose qu'on verra en TP. Comment est-ce que le passage d'argument est fait à la fonction printf ? Et ben, c'est parce qu'on va mettre des valeurs dans des registres particuliers. Si vous inversez les registres, ça ne marche plus du tout. Okay. Et donc là, l'instruction rep, sûrement qu'elle fait le move de SI source index vers destination index avec son compteur CX. Ok. Et là, au final, vous voyez que l'instruction, le code est beaucoup plus court. Alors, il est plus court en assembleur. Je traduis 9 instructions en 4 instructions. Et en binaire aussi, en fait, il sera plus court. Qu'on soit bien d'accord, les 3 premières, elles sont communes. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez une instruction rep qui va remplacer 6 instructions en assembleur, ici. Ok. Mais comme elle est câblée en sachant qu'il faudra utiliser SI, DI et CX, et ben du coup, il n'y a pas besoin de l'écrire beaucoup en octet derrière. D'accord ? Tout est câblé, et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de passer beaucoup d'informations. Et donc c'est pour ça que l'empreinte mémoire d'un programme CISC sera plus faible que celle d'un programme RISC. Ok. Et du coup, les jeux d'instructions, voilà, il y a des extensions aussi qui sont arrivées avec le temps. Notamment, on va en reparler un petit peu, mais des instructions pour le calcul. Alors qu'on soit bien d'accord, on parle bien d'extension. Pourquoi on parle d'extension dans le cas d'Intel et d'AMD ? Parce que ce n'est pas des mises à jour, ce n'est pas des modifications du jeu d'instructions existant. Pourquoi ? Rétrocompatibilité. D'accord ? Pour des raisons de rétrocompatibilité, les processeurs Intel et AMD vont rajouter des instructions, mais ne vont pas supprimer les anciennes. Donc on parle toujours d'extension quand on parle de jeux d'instructions Intel ou AMD. Alors du coup, voilà, on en a déjà parlé, c'est complexe à mettre en œuvre, à maintenir, à gérer la consommation sur ces processeurs-là. Prenons le jeu d'instruction classique, on l'a ici, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, donc celui qui est en rouge, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, pour le 8086. Et petit à petit, on est venu rajouter des instructions. Donc là, on en retrouve quelques-unes ici, on en retrouve d'autres là, on ne va pas forcément regarder là-dedans. Il y a une instruction, peut-être que certains... est-ce que certains connaissent CPU-Z ? Non, du tout. Ouais. Ouais, c'est pour récupérer les informations du processeur. C'est un petit logiciel qui tourne sous Windows, vous avez l'équivalent sous Linux, qui vous permet de récupérer la fréquence mémoire, la fréquence du processeur, la taille de la cache, tout plein de trucs, quoi. Toutes les performances matérielles de votre système. Et ben, en fait, ça, c'est possible depuis l'instruction CPU-ID qui permet de faire ça. C'est-à-dire que vous avez même des logiciels qui profitent de certaines instructions pour récupérer plus d'informations. Et à partir du Pentium, on arrive sur le SSE. SSE, c'est quoi ? SSE, c'est le jeu d'instructions orienté pour le calcul. Okay. Donc, notamment pour la vectorisation, on en a déjà parlé, le fait de, par exemple, pouvoir additionner 4 cases d'un tableau avec 4 cases d'un autre tableau, tout en un seul cycle. Donc ça, c'est apparu depuis ça s'appelle AVR. Et je vais vous en parler encore un petit peu après. Pareil, au niveau du Pentium 4, on a l'hyperthreading qui est apparu. L'hyperthreading qui permet de faire quoi ? Et bah, d'avoir plusieurs instructions exécutées en même temps sur un seul CPU. Okay. On a déjà parlé, il me semble, de cœur logique et cœur physique. Voilà. Donc le cœur physique, c'est matériellement ce qui est forgé. Et dedans, vous pouvez avoir 2 cœurs logiques, ce qui fait que vous allez pouvoir exécuter 2 instructions en parallèle dans un seul cœur physique. Okay. Donc c'est ça l'hyperthreading. Ce qui fait que moi, sur mon PC, j'ai 8 cœurs physiques, 16 cœurs logiques, donc je peux faire tourner 16 programmes en parallèle. Ok. Alors, aussi, il y a le jeu d'instruction x87. x87, c'est quoi ? Eh ben, ça ressemble à x86 d'ailleurs. Eh ben, au départ, le 8087 était un coprocesseur, d'ailleurs, dédié à la virgule flottante. Okay. Coprocesseur, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous aviez le 8086 qui était le processeur principal, et le 8087 à qui on déléguait les calculs en virgule flottante et nous renvoyait les résultats. Okay. Typiquement comme le GPU aujourd'hui, quoi. Okay. Sauf qu'avec le temps, le 8087 a fini par être absorbé par le 8086, par le x86 en tout cas,
Et donc ça veut dire que maintenant, toutes les opérations de calcul en virgule flottante se trouvent dans la floating point unit des processeurs x86. Ok, donc on n'a plus de coprocesseur, c'est directement intégré sur le même die. C'est le cas aussi, on en a parlé, mais par exemple du Northbridge, qui a été absorbé aussi par le processeur x86. Donc voilà, je vous ai parlé de de SSE, de MMX, je vous en ai pas parlé, mais c'est la même idée. Alors, pour vous en parler, d'abord je vais vous parler de processeur scalaire, parce qu'en fait, le processeur x86, pardon, c'est ce qu'on appelle un processeur super scalaire. Okay, mais avant de parler de processeur super scalaire, on va déjà parler juste de scalaire. Là, je fais une addition entre deux nombres. Okay, un nombre stocké dans BL, un nombre stocké dans AL. Ça, c'est ce qu'on appelle une instruction scalaire. Voilà, une instruction, enfin une donnée additionnée à une donnée, c'est tout. Ce que je peux faire, c'est des instructions vectorielles maintenant. C'est-à-dire que je ne vais pas m'adresser à un scalaire et un scalaire. Je peux très bien manipuler deux vecteurs. Donc c'est les deux tableaux dont je vous parlais tout à l'heure. Okay. Donc avec ces deux vecteurs, je vais pouvoir réaliser une instruction. Qu'est-ce qu'on a par exemple? On a l'instruction DPPS ici qui veut dire dot product of packed single precision floating point values. Alors dot product déjà c'est produit scalaire, mais de données qui sont stockées en tant que flottant simple précision. Okay. Donc ça en fait, si vous regardez ici les registres, vous voyez c'est marqué M128. En fait je vais pouvoir utiliser un registre qui fait 128 bits. Ouais, mais l'architecture Intel elle fait 64 bits. On est d'accord sur les architectures actuelles. D'ailleurs à l'époque même où ça s'est apparu, elle devait faire que 32 bits. Ok. Et bien en fait, on a quand même certains registres dans le processeur qui font plus que la taille de votre processeur, plus que le 64 bits de votre processeur. Et ces registres, ils sont utilisés pour ça. Là, par exemple, j'ai deux registres que je vais appeler, qui s'appellent XMM1 et XMM2. Ils font 128 bits. Et avec 128 bits, qu'est-ce que je peux faire? Je peux stocker 4 nombres 32 bits. Okay. Et les nombres 32 bits, on est bien d'accord que ce sont des flottes simple précision. Et donc, avec XMM1 et XMM2, je peux avoir stocké 4 flottants là-dedans, puis 4 flottants là-dedans, et je peux faire cette instruction-là. Okay. Et d'ailleurs, vous avez le complément qui est marqué ici, enfin la description qui est marquée à gauche là. On regarde, en gros, vous allez pouvoir additionner la source des bits 0 jusqu'à 31 avec la destination des bits 0 jusqu'à 31 et stocker ça dans temp 1 de 0 jusqu'à 31. Okay. Et pareil avec 32 jusqu'à 63, pareil avec 64 jusqu'à 95 et pareil avec 87 jusqu'à 127. Donc en fait, cette instruction-là, vous avez la décomposition qui est faite ici, on va pouvoir tout additionner ou tout multiplier case par case. Okay, case par case du tableau. Donc au final, XMM1 et XMM2, ce sont deux registres 128 bits, mais qui sont des vecteurs, parce qu'ils peuvent contenir plusieurs valeurs. D'ailleurs, le truc intéressant avec ce registre-là, je ne sais pas si je le marque là. Ouais, bref, vous avez le détail de l'instruction qui est là, top. J'essaie d'avancer un petit peu quand même, c'est pas ça qui m'intéresse. Bon, on retrouvera plus tard. Mais d'ailleurs, les registres de style XMM1, eh ben, ils peuvent très bien contenir, je vous ai montré 4 flottants, mais ils pourraient très bien stocker 2 doubles. Ou ils pourraient très bien stocker 8 short int, ou 16 char. Voilà. Ils sont relativement malléables. Le truc, c'est juste de dire, l'instruction d'ailleurs que je vous ai montré, DPPS, c'est dot product, mais packet of single. D'accord? On pourrait avoir PC pour packet of char. Enfin voilà, vous avez différentes valeurs possibles. Ok, donc voilà, depuis les architectures un peu plus récentes, on a toujours du vectoriel. Tiens d'ailleurs, je ne l'ai pas marqué, mais on a encore des nouveaux jeux d'instructions qui sont apparus il n'y a pas longtemps, une extension d'instructions qui est apparue il n'y a pas longtemps chez Intel, qui sont pour faire fonctionner leur NPU. Parce que maintenant, les processeurs Intel sont fondus avec un NPU à l'intérieur. Donc qui dit nouveau matériel, dit forcément nouvelles instructions pour accéder à ce matériel. Donc il y a un nouveau jeu d'instructions orienté NPU.
CPU-ID, ouais, j'en ai parlé, voilà, CPU-Z pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. Donc c'est un petit peu archaïque comme interface, mais bref, ça fait le boulot quoi. Toc. Sinon, sans passer par CPU-Z, vous avez aussi la commande lscpu qui fonctionne sous Linux, qui vous permet de récupérer tout ça. Ok. Donc vous avez pas mal d'informations là-dessus, notamment votre version de processeur. Vous avez la fréquence du processeur, vous avez la taille de la cache, tout ça, enfin bref. Vous avez toutes ces informations-là. Vous avez le nombre de CPU 16 avec 8 cœurs par socket et 2 threads par cœur. Donc ce qui donne bien les 16 threads, les 16 CPU, pardon. Enfin bref, vous avez toutes les informations qui sont notées ici. Pareil, un truc que vous avez peut-être remarqué sur les TP, on en reviendra, mais vous avez le Little Indian qui est marqué. Ok. On en a déjà parlé, mais je crois qu'on en reparlera en TP. Bref. Et si je continue à voir, avec CPU info, pareil, on peut retrouver des choses, notamment dans les flags ici, on va retrouver ça, FPU. Donc maintenant, mon processeur, il dit qu'il est pourvu d'une FPU. On a le SSE qui est ici, on doit avoir le AVR quelque part pour la partie SIMD, donc vectoriel, tout ça. Ça, c'est toutes les parties d'exécution qui donnent. C'est pas à proprement parler les unités d'exécution, mais ce sont les... c'est lié en fait, puisque c'est les extensions en fait, de jeux d'instruction qui sont apparues. Donc les extensions FPU, les extensions SSE, mais d'ailleurs tu vois, tu as SSE, SSE2. Donc en fait, c'est on peut faire du vectoriel, mais en fait ça ne précise pas vraiment l'unité matérielle. C'est plus les instructions qui permettent d'accéder à ces unités matérielles. Donc tout effectivement est marqué là. D'ailleurs, on devrait pouvoir retrouver là-dedans aussi de la crypto, de sorte à avoir un petit peu de sécurité comme ça au niveau du processeur. Voilà. Donc du coup, tout ça, forcément, c'est marqué dans la doc. 5000 pages de pur bonheur. On ira voir un petit peu ça. Juste, il y a tellement d'instructions qu'ils ont été obligés de mettre ça sur 2 chapitres différents. Voilà. Je sais pas pourquoi. Bref. Et juste, ouais non, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Avec curiosité, mais il y avait un moment où il y avait écrit cœur par socket. Ouais, là ici. Donc ça veut dire que... Donc le socket, c'est ton processeur. Donc c'est le composant physique. Donc dans mon composant physique, j'ai 8 cœurs. Et par contre, au-dessus, tu as threads par cœur. J'ai donc 2 threads par cœur. Ce qui veut dire que j'ai 2 cœurs logiques par cœur physique. Et donc en tout, j'ai bien 16 cœurs logiques. Ce que lui me traduit par CPU ici. Voilà. Ça vous va? Ok. Il nous restera un dernier cours, ce sera sur la mémoire. On verra ça lundi prochain.